Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous cet après-midi. Alors, on fait l'hypothèse que la salle va se remplir au fur et à mesure de la journée. On a plus de 240 inscrits, donc on n'est pas très inquiet sur le principe. Avant de passer la parole à Monsieur le maire qui nous accueille dans cette belle maison, je suis Bruno Rebel, j'étais conseiller municipal dans la précédente mandature avec beaucoup de plaisir. Et je suis vice-président d'Est Ensemble sur notre territoire. Et je vais sans transition passer la parole à Monsieur le maire, qui nous accueille dans la maison commune. Avant de vous présenter en 2 mots le programme de... Oui, peut-être je présente le programme l'après-midi, comme ça laisse à Monsieur le maire le temps de se poser 2 secondes. Donc on va avoir 3 temps dans ces échanges cet après-midi. Un premier temps où nous accueillons des représentants de fondations et d'organisations de la société civile auxquels on a demandé de nous dire si le programme, la plateforme programmatique que nous avons produite à partir de 2 ans de travail, Ronan Dantec expliquera tout ce travail qui nous a amené à produire cette proposition pour une plateforme programmatique sociale écologique. Nous avons demandé à différents acteurs de la société civile de nous dire s'ils pensaient que cette proposition pouvait répondre aux attentes de la société française et en particulier de ces classes moyennes et populaires qui seront un peu le fil conducteur de notre journée, puisque nous considérons que c'est un des sujets très intéressants, très importants à traiter dans la préparation des prochaines échéances électorales. Dans un deuxième temps, nous accueillerons un certain nombre d'élus qui ont été élus tout récemment aux dernières municipales pour leur poser la question de savoir si, hors des métropoles, on a encore une chance de faire gagner la gauche parce qu'on fait le constat que la gauche a reculé quand même dans pas mal de territoires périurbains, dans des petites villes, et qu'il est urgent de reprendre le combat pour regagner ces territoires-là. Et puis dans une 3e table ronde, où nous avons invité plutôt des chefs de file des partis politiques, nous demanderons à ces différents acteurs si ils considèrent que la plateforme sociale écologique, ou en tout cas s'ils considèrent que la sociale écologie peut être un élément de rassemblement de la gauche en vue des prochaines échéances électorales. Donc programme riche, dense, avec de belles affiches. Et encore une fois, merci Patrice Bessac de nous accueillir ici. Monsieur le maire d'ailleurs qui participera à la 2e table ronde, aux côtés notamment d'Emmanuel Grégoire, d'Aurélie Bessière, de Benoît Questembert, plusieurs élus qui représenteront la diversité des communes sur lesquelles nous souhaitons mettre l'accent. Mesdames, Messieurs, cher Bruno, vous toutes et tous, d'abord je suis heureux au nom de la municipalité d'accueillir vos rencontres. Je remercie mon ami Bruno Rebel de sa proposition faite il y a 1 an plus tôt, à l'époque à Angers, près d'Angers, dans une salle municipale, et je vous avoue que je n'imaginais pas un programme aujourd'hui consolidé à l'époque, il y aurait autant de hautes personnalités dans les différentes tables rondes. Soyez les bienvenus en tout cas. C'est la grande tradition de Montreuil que d'être ouverte à l'ensemble du champ du débat, et particulièrement celui de la gauche et des écologistes dans leur diversité. C'est aussi ma conviction quasiment sentimentale, et je l'espère ma pratique, que de penser avec Jaurès que nos divisions n'iront pas jusqu'à une fureur chronique de guerre civile et que nous ne chercherons jamais dans une dictature, même passagère, une trêve funeste et un lâche repos. Vous connaissez par cœur, je pense, la citation. Donc, bienvenue à toutes et à tous. Merci aux organisatrices et aux organisateurs et merci aux équipes montreuilloises et montreuillois mobilisés. Si les questions que vous vous apprêtez à mettre en débat à travers des tables rondes relèvent de la méthodologie, de la tactique, du bilan, je veux dire un mot sur ce sur quoi se fonde mon engagement.
À la place qui est la mienne ici, à Montreuil, j'ai appris une chose simple, la gauche ne se rassemblera pas durablement par des combinaisons d'appareils. Elle ne se rassemble que quand elle s'accorde sur une colonne vertébrale commune et populaire. Ce que vous entendez, c'est la salle des mariages qui est juste à côté, donc pendant toutes les conférences, les gens vont être très heureux. C'est pas pour nous tout de suite. La gauche peut gagner durablement si elle dit, redit et redit encore clairement ce qu'elle veut protéger, ce qu'elle veut transformer et au nom de quoi elle veut le faire. À ce sujet, 3 convictions. La première, c'est que chaque être humain doit pouvoir vivre dignement. Cela paraît élémentaire, cela me semble en réalité aujourd'hui subversif. Le droit à se loger, à se soigner, à se nourrir correctement, à apprendre, à se déplacer, à vieillir dignement, à élever ses enfants dans la sécurité matérielle et morale. Voilà le socle pour ce qui concerne, à mon sens, les moyens d'organisation de la société. La deuxième conviction, c'est que la société, les êtres humains ne progressent pas par la concurrence, mais par la coopération. C'est vrai à l'échelle d'une ville, d'un pays, du travail, des services publics et de notre vie démocratique. Nous vivons dans un moment où l'on pousse partout à l'isolement, à la mise en concurrence et à la fragmentation des existences. La gauche, si elle veut retrouver sa force historique, doit à nouveau assumer qu'elle est le camp de l'organisation collective de la solidarité. Le camp de celles et ceux qui pensent que l'école, l'hôpital, les transports, l'eau, l'énergie, la culture, la protection sociale sont des biens communs fondamentaux. La troisième conviction, c'est que l'on ne peut plus séparer la question sociale et la question écologique. Celles et ceux qui subissent le plus durement la pollution, les canicules, le mal-logement, le renchérissement de l'énergie, l'éloignement des services, la mauvaise alimentation sont toujours les mêmes, les classes populaires, les quartiers populaires les plus fragiles. La social écologie, si cette expression a un sens à mes yeux, c'est cela, c'est l'idée que la justice sociale et la protection du vivant doivent être pensées ensemble parce qu'elles sont désormais une seule et même bataille. Mais je crois enfin qu'une ligne de force tient à quelque chose de plus profond encore, la manière dont nous concevons notre humanité commune. Une vision froide, comptable, gestionnaire, technocratique de la société s'est durablement installée avec le néolibéralisme. Bien sûr, la raison, la science, la connaissance sont des conquêtes majeures de l'humanité. Mais l'être humain ne vit pas seulement de calcul, il est aussi un être de sens, de lien, de culture, de beauté, d'espérance, d'appartenance, de dignité, de rapport au vivant, en un mot de spiritualité. Voilà, il me semble que si la gauche veut parler à nouveau au pays, elle doit parler à l'ensemble de l'expérience humaine. Elle doit considérer évidemment et répondre aux besoins matériels. Elle doit aussi répondre à la soif de considération, à l'aspiration à une vie bonne, à la nécessité de se sentir reliés les uns aux autres, à la nature et à une histoire commune. Elle doit porter un projet dans lequel le progrès ne signifie pas l'exploitation sans fin, la destruction méthodique des milieux de vie, l'épuisement des corps et des âmes, mais au contraire, l'élévation de la condition humaine dans le respect des limites du vivant et de notre planète. Pour ce qui est de la méthode, ma conviction est simple, la gauche ne peut pas demander au peuple de lui faire confiance si elle ne fait pas elle-même confiance en notre peuple. Cela vaut pour le pays comme pour nos organisations et cela suppose, à mon sens, de réapprendre à construire, de réapprendre les notions d'éducation populaire, de délibération, de débat de fond, du travail programmatique partagé et au fond également d'une certaine décence dans nos rapports, nos paroles, nos actes et nos relations politiques. Quant aux solutions,
Dans la situation désastreuse dans laquelle nous sommes plongés, je suis comme vous. Je continuerai à agir avec la foi du charbonnier, en considérant que c'est aussi dans les moments difficiles que le rôle des militantes et des militants politiques doit s'affirmer, et pas seulement dans les moments faciles. Bon, j'aurais pu vous dire que vous êtes dans la seule ville de plus de 100 000 habitants où une équipe de gauche a été réélue au premier tour avec Saint-Denis à La Réunion à 57% des voix, mais je ne voulais pas frimer aujourd'hui. Alors, bons travaux à toutes et à tous. Vive Montreuil, vive la République et vive la France. Merci, monsieur le maire. C'est vrai que ça aurait été un peu embêtant quand on arrive et que les villes changé de bord. Enfin, on n'était pas trop inquiets. Donc, je suis Renaud Vantec, président d'Ensemble sur le territoire. Je ne vais pas être trop long, surtout que je interviendrai en ouverture de la dernière table ronde, celle qui a fait couler déjà un petit peu d'encre. On y reviendra tout à l'heure. 4 points rapides, parce qu'on est déjà en retard, évidemment, c'était dans l'ordre des choses. Pour cette introduction, d'abord remercier le maire de Montreuil, mais surtout toute son équipe, qui a été vraiment depuis ce matin aux petits oignons avec nous, sans cette équipe, nous n'aurions évidemment pas pu organiser cette activité. Mais donc c'est l'occasion de remercier aussi l'équipe d'Ensemble sur notre territoire, Elio, notre coordinateur salarié, qui va d'un lieu à l'autre, qui depuis quelques jours ne dort plus beaucoup, tous les bénévoles qui sont venus, et on peut le dire de toute la France pour cette journée, et Bruno Rebel, sans lequel nous ne serions pas là, non pas seulement parce qu'il a été élu à Montreuil jusqu'à il y a quelques jours, mais c'est quand même un peu lui un moment, alors qu'on avait un peu griffonné des choses dans tous les sens, nous a dit bougez pas, avec tout ça, on va faire un texte unique. C'était le manifeste, et donc il est totalement responsable de la situation actuelle, avec quelques autres. Je n'oublie pas, évidemment, Grégory Potvlan, le député du Maine-et-Loire, j'ai dit le député, le sénateur du Maine-et-Loire, mon collègue, qui avec son équipe, Sébastien aussi, organise les rencontres de Beaucouzé, qui ont été vraiment le lieu où on a aussi approfondi ce qui est aujourd'hui sur la table. Donc vraiment, mes remerciements à tous. Un point négatif sur lequel je voulais insister tout de suite, comme ça on n'a pas besoin d'y revenir, c'est qu'on a organisé tout ça dans un temps court. Alors vous pouvez nous dire, vous n'étiez pas obligés. Il nous semblait quand même que dans le timing politique, il y avait à se revoir assez rapidement après les élections municipales. Et malheureusement, les résultats, parce que ça ne s'est pas toujours passé aussi bien qu'à Montreuil. Ailleurs, ça n'a échappé à personne. Je pense qu'il était important, effectivement, qu'on se revoie rapidement et pour analyser ce qui s'est passé. Et notamment, ça sera le fil rouge de la journée, ces classes moyennes et populaires, cette France de l'habitat individuel qui massivement n'a pas voté pour la gauche. Et là, c'est extrêmement net. Et donc, on l'a organisé dans un temps court, ce qui fait, ça ne vous a probablement pas échappé, qu'on n'a pas eu le temps de totalement équilibrer nos tables rondes. On ne tient pas la parité. En fait, on tient la parité que sur la table ronde dont on avait la totale maîtrise, qui est celle des élus, parce que c'était relativement facile d'inviter des élus, évidemment de genres différents. Mais la première, on a invité plutôt des structures, donc évidemment, structures nous ont fléché des personnes sans elles-mêmes intégrer la parité, on ne leur avait pas mis cette pression-là. Et la dernière table ronde, je n'y reviens pas. Donc voilà, donc on est conscient de ça. On a aussi invité quelques maires élus dans la région parisienne, mais les délais étaient très courts, issus de ce qu'on appelle la diversité. Moi je trouve que les termes ne correspondent jamais, mais vous voyez exactement ce que je veux dire. Et là, c'était des problèmes de disponibilité, mais malgré tout, l'exemple d'Arcueil est quand même un exemple en soi. Ça, c'était le deuxième point. Le troisième point, rapidement, parce que ça, je n'y reviendrai pas, vous représentez, alors ça peut prendre du temps, mais je vais le faire très court, ce qui est ensemble sur nos territoires. Parce que dans la galaxie des petites organisations politiques françaises de gauche, et je sais s'il y en a aujourd'hui, on est probablement un truc à part, alors les autres peuvent dire la même chose, mais nous, on est une organisation
qui tient à la fois du mouvement politique qui nous arrive d'aller aux élections, ça a été le cas notamment en région Bretagne, où on a plusieurs conseillers régionaux aujourd'hui, mais on est aussi un peu un think tank. Donc on est quelque chose d'assez mixte, avec cette volonté d'être effectivement le lieu où convergent tous ceux qui se reconnaissent dans cette transition sociale et écologique, dans ce qu'on appelle aujourd'hui la sociale écologie, ce qui fait que vous avez même, pour ceux qui voudraient adhérer, un statut de membre associé qui évite que vous soyez confronté en double adhésion dans une autre organisation. C'est un peu piqué sur le principe des coopérateurs de LV pour les plus anciens, je le reconnais ici, qui ont connu ça. Parce qu'il nous est important effectivement qu'il y ait ce lieu de convergence autour d'un projet social écologiste qu'on a cherché à approfondir, ça sera le thème du jour, et parce qu'il nous semble que les organisations telles qu'elles sont ont certainement besoin aujourd'hui d'une forme de dépassement, mais ça ne va pas encore en débattre aujourd'hui, ça sera trop long. Donc ça, c'est ensemble sur nos territoires. Il y a un mot territoire, l'ancrage sur les territoires est un autre de nos axes absolument clés. Nous avons maintenant 7 ans d'existence, on a organisé beaucoup d'événements, un certain nombre d'entre vous y ont participé, ou on a participé aux événements de la charité. Je pense qu'on a effectivement notre place dans cet espace politique. Et donc, il y a, mais je ne reviendrai pas plus longuement parce que Grégory va le faire, et le fera en introduction de sa propre table ronde, cette plateforme de la sociale écologie qui suit le manifeste présenté lors des dernières rencontres de Beaupousset, manifeste qui a suscité des réactions, on y reviendra en fin d'après-midi, qui nous a amené à nous dire, plus qu'un manifeste à modifier ou à compléter, il faut plutôt une plateforme politique de propositions et de priorités sur lesquelles les uns et les autres pourront se positionner. Donc c'est cette plateforme aujourd'hui qu'on met au débat, on en est assez fiers, évidemment pas totalement perfectible et elle sera toujours en évolution, mais je pense qu'il était important qu'on essaye, et ça fait tout à fait écho à ce que tu as dit en introduction, à ramener le débat sur le fond. C'est de ça dont on a besoin aujourd'hui. Et merci de nous accueillir. Voilà, donc on va tout de suite entamer la première table ronde animée par Grégory Blanc, qui est donc sénateur de Maine-et-Loire et non député, comme vous l'aurez compris. C'est bon. L'occasion pour moi de remercier Patrice Dessac et l'ensemble des équipes de Montreuil pour le soutien à la qualité technique que nous faisons, dont nous bénéficions. J'ai demandé donc à Guillaume Duval, Renaud Large, Lucie Schmitt et Eric Azan de me rejoindre. Vous saluer toutes et tous, bien évidemment, et vous remercier moi aussi, vous remercier d'être présent. On a configuré une première table ronde qui fait suite aux 2 éditions, comme l'a indiqué Ronan Dantec à l'instant, 2 éditions des rencontres de la sociale écologie à Beaupousset, dans ce beau département de Maine-et-Loire, où la journée était organisée de la façon suivante. Le matin, un temps avec une plénière avec des intellectuels, et puis après des ateliers, une plénière de clôture plus politique. Et donc pour aborder cette rencontre, aujourd'hui, il nous paraissait intéressant aussi de refaire le point à partir de ce qui a été produit, à partir des échanges des 2 premières éditions, avec les acteurs qui nous ont suivis ou qui sont intervenus, ou dont les structures sont intervenues lors de nos rencontres de la sociale écologie à Beaupousset chaque année. Peut-être recontextualiser en disant que lors de la première édition, on était au lendemain des législatives et du nouveau Front populaire. Et nous avons fait en 2004 2 constats. 2 constats qui ont été forts et qui sont ressortis de nos échanges. Premier constat, au lendemain des législatives, pourquoi le nouveau Front populaire qui était une coalition défensive, au moment où il y avait ces interrogations sur le risque
de prise du pouvoir par l'extrême droite. Pourquoi le nouveau Front populaire a-t-il été entendu dans les métropoles, en milieu urbain et dans les quartiers de politique de la ville, dans les quartiers populaires, mais en revanche a été inaudible dans le milieu rural, à nouveau, mais aussi, et ce qui était beaucoup plus nouveau, inaudible en première, deuxième et troisième couronne, selon la taille démographique des territoires. Donc, premier constat, pourquoi, en fait, la gauche n'a-t-elle pas été capable de prendre le pouvoir en étant majoritaire, parce qu'elle n'a pas su être majoritaire dans cette France, entre guillemets, périphérique, même si le terme est sujet à débat. Deuxième constat de cette première édition, en quoi la social-démocratie n'a-t-elle pas réussi à se renouveler? Pourquoi, alors qu'elle était dominante, a-t-elle connu des défaillances? Et en corollaire, pourquoi l'écologie politique, qui, au lendemain de 2017, l'écologie politique n'a-t-elle pas réussi à fédérer et à rassembler pour finalement supplanter les défaillances de la social-démocratie? Et donc c'est ces deux éléments-là qu'on a interrogés sur le fond lors de cette première édition en disant finalement il faut quand même qu'on soit capable de trouver un ciment idéologique permettant de, j'allais dire, de fédérer une dynamique à vocation majoritaire dans le pays. La deuxième édition, évidemment, à partir des constats de 2024, faisait ressortir, elle, à la fois des enjeux de fond, nous y reviendrons, mais aussi des enjeux de forme, sur notamment la question du langage, qui quelquefois parle davantage au milieu urbain, mais pas du tout au milieu rural, pour être, j'allais dire les choses à grands traits, mais aussi des enjeux de méthode. Et on a eu un débat important, notamment avec toi, Eric, et avec Erwan Huchet, sur cette question de la méthode, et pour le dire là aussi à gros traits, entre finalement la nécessité de résoudre cette équation entre priorité fin du mois et priorité fin du monde, comment rendre des arbitrages méthodologiques pour assumer ce questionnement. Est-ce que la gauche doit partir du haut dans la construction de ses réponses, ou au contraire, la gauche doit-elle davantage faire confiance au local, c'est-à-dire en assumant la diversité aussi de ce que sont nos territoires, à la fois au niveau de la sélection des candidats, puisqu'on partait d'un constat qui était celui du NFB, où les désignations se faisaient au niveau des appareils en haut, mais pas uniquement au niveau de la désignation des candidats, aussi au niveau de la construction des politiques publiques, c'est-à-dire au niveau de l'aménagement du territoire, faire le ZAN ou l'ensemble des autres questions. Évidemment, cette tension posée comme je viens de le faire est simpliste, mais nous voyons bien que dans une société fragmentée, ces questions se posent différemment selon les secteurs d'activité ou selon les territoires, dans la façon d'appréhender, peut-être ici la nécessité d'avoir des réponses qui tombent d'en haut, ou en tout cas qui partent du haut, et puis là, davantage, des réponses qui partent du bas. Ce qui est certain, c'est que tout cela est confus, que parce que c'est confus, il faut qu'on le pose avec clarté et avec la nécessité d'apporter des réponses précises qui nous sortent justement de cette confusion. Alors, c'est avec ces deux constats-là, ou en tout cas avec l'ensemble de ces éléments, que nous avons décidé de configurer cette première table ronde en réinvitant donc les personnes qui sont avec moi et peut-être vous dire d'entrée de jeu que cette heure que nous allons passer ensemble, nous allons la vivre en posant trois grandes questions. La première, puisque nous sommes au lendemain des élections municipales. Quel regard portez-vous sur le décrochage amplifié de la gauche dans la France des pavillons, pour reprendre l'expression de Renan? Deuxième question, comment le manifeste qui est posé sur la table répond-il ou non, ou partiellement, à ces enjeux que j'évoquais tout à l'heure? Quelles sont les mesures phares, à vos yeux, que nous devrions
retenir dans le manifeste, quelles sont celles qui n'y figurent pas, quelles sont celles éventuellement qu'il faut absolument évacuer parce que ça peut mettre en tension à la fois des choses au sein de la gauche, parce qu'il peut y avoir des désaccords au sein de la gauche, je crois que ça n'a échappé à personne, mais aussi parce qu'elles ne répondent pas, finalement, aux attentes des habitants. Et puis, troisième et dernière question, tout aussi importante, y a-t-il un espace politique, social, écolo capable de fédérer et de rassembler la gauche et les progressistes? Et si oui, s'il y a un espace social écolo, comment la société civile, comment vos organisations y contribuent-elles et y travaillent-elles? Parce que dans le débat, quand on lit la presse au quotidien, on pose toujours cette question aux leaders politiques. Mais enfin, ce qui fait la gauche, ça n'est pas uniquement un rassemblement de leaders ou un rassemblement d'appareils, c'est aussi la société civile, la société des citoyens, ce que disait tout à l'heure Patrice Messac. Et donc, nous avons aussi une responsabilité, si nous considérons que cet espace existe, à se dire comment y travaillons-nous. Donc, 4 intervenants avec moi, 4 structures. Le premier, qui était un fidèle premier dans la chronologie des événements, qui nous a accompagnés sur cette première édition, c'est Guillaume Duval, que tout le monde connaît ici, ancien rédacteur-chef d'Alter Echo, animateur du Festival des idées et président du think tank Maison Commune. Également Lucie Schmitt, qui était présente lors de la première édition, qui est la présidente de la Fabrique écologique principalement. Et puis, lors de la deuxième édition, c'est Eric Hazan qui nous faisait l'amitié et l'honneur de sa présence. Eric qui est économiste, comme chacun sait, et qui est aussi cofondateur de la plateforme progressiste qui avait commis un travail que tu avais construite avec Pascal Canfin notamment, et qui avait fait un travail pour référencer l'ensemble des propositions qui étaient sur la table et dans une logique de consensus, savoir à un moment donné celles qui étaient retenues par un panel de citoyens, tu y reviendras sans doute. Et puis auteur, alors c'est pas ton dernier ouvrage, mais c'est celui qui avait animé notre table ronde, de Révolution par les territoires en 2025. Et je conclus cette table ronde, en tout cas la présentation des intervenants, avec Renaud Large, qui est le directeur ou l'animateur, il y avait débat sur la question, tu nous le repréciseras, l'animateur de l'Observatoire des doctrines de la Fondation Jean Jaurès, fondation qui est partenaire donc, des rencontres de la social écologie à chacune de ces éditions. Voilà, pour vous présenter, vous pourrez compléter au moment où vous prendrez le micro. Peut-être démarrer par toi, Guillaume, puisque j'évoquais chronologiquement le fait que tu étais sur la première problématisation de cette première édition. On échangeait ensemble pour préparer cette table, et tu me disais, mais il y a un point sur lequel il faut absolument qu'on traite, qu'on mette en débat pour se poser la question du décrochage entre cette France ouvrière, cette France laborieuse des pavillons et la gauche, c'est évidemment la question sociale. Oui, bonjour, et tout d'abord, merci à Grégory, merci à Ronan Dantec, merci à Ensemble sur nos territoires, non seulement d'avoir organisé cette rencontre, mais d'avoir fait le travail de mettre sur le papier une plateforme de la social écologie. Tout le monde, moi y compris, passe son temps en ce moment à dire il nous faut un programme, il nous faut un projet, il nous faut des idées, etc. Mais pour autant, personne, je ne sais pas si les socialistes sont en train de travailler, d'autres gens aussi, mais en tout cas, personne n'avait achevé de mettre sur le papier quelque chose qui, à mon sens, ressemble vraiment à ce qu'il faut qu'on réussisse à faire ensemble et à décider d'avoir ensemble pour
l'an prochain. Il ne s'agit pas d'un programme en 150 pages, il s'agit plutôt de quelque chose du style sans libre opposition de 81, et c'est tout à fait dans l'esprit de ce que vous avez fait, et bravo pour ça. Alors, par rapport aux questions que tu posais, avant d'aborder la question du social plus précisément, quel regard je porte sur le décrochage de la gauche dans un certain nombre de territoires en France. Je n'ai pas prévu d'en parler, c'est pour ça que je le dis, mais je pense que c'est un des sujets essentiels, me paraît être le sujet de la proportionnelle. On ne l'aborde pas souvent sous cet angle-là, mais une des raisons qui fait que la gauche s'enferme dans les centres-villes, ou une autre partie de la gauche s'enferme dans les banlieues, c'est le fait que les votes dans les zones qui sont aujourd'hui dominées par la droite ou par l'extrême droite ne comptent pas en fait. Qu'elle peut tout à fait survivre avec ses députés qu'elle obtient à Saint-Denis, à Paris, etc., ou à Montreuil, sans avoir à s'occuper de ce que pensent les gens au fin fond des zones rurales, ou plus périphériques des grandes villes. Donc c'est à mon avis un des arguments les plus forts en faveur de la proportionnelle que de dire c'est un moyen d'obliger la gauche à s'intéresser réellement à tous les Français et à sortir de cette spirale qui fait qu'elle s'enferme de plus en plus dans ses points forts en délaissant le reste de la France, et ce qui renforce effectivement le fait qu'elle soit en décalage avec la société. La deuxième chose, et là ça rejoint plus directement la question du social, donc il y a beaucoup de choses dans votre plateforme, il y a peut-être déjà trop de choses, il faudrait encore choisir davantage, être plus sélectif pour le prochain, mais j'ai trouvé, c'est le sens un peu de ce que je te disais, qu'il y avait quand même un gros trou, de toute la gauche du gouvernement en particulier, depuis près de 40 ans maintenant. C'est la question des droits des salariés, dans l'entreprise en particulier. Toute la gauche du gouvernement, qui est souvent une gauche de fonctionnaires, il faut bien dire les choses, s'est laissée avoir par les discours patronaux, confrontée au chômage de masse. Elle s'est laissée avoir par les patrons qui lui disaient si tu veux résoudre la question du chômage de masse, il faut détricoter le droit du travail, il faut abaisser les cotisations sociales, abaisser le coût du travail, etc. etc. Donc les énarques de gauche ont été très sensibles à toute cette problématique-là. Et je crois que c'est beaucoup parce qu'on a complètement abandonné ce terrain, qu'on a perdu les couches populaires. On a abandonné ce terrain de manière différenciée. On a abandonné ce terrain en particulier dans les PME. C'est vraiment devenu le dogme absolu pour la gauche, comme ça l'était déjà pour la droite, que si on voulait créer des emplois, lutter contre le chômage, il ne fallait surtout pas emmerder les patrons, et en particulier les patrons de PME, avec les droits des salariés. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles les salariés, et en particulier les salariés des PME, se sont sentis complètement abandonnés par la gauche politique, mais aussi d'une certaine façon par la gauche syndicale, qui est très peu présente dans ces milieux-là, et du coup se sont tournés vers d'autres forces politiques, et en particulier le RN, pour chercher à exister et être représentés. Donc si on veut revenir là-dessus, il faut remettre la question des droits des travailleurs au cœur du projet de la gauche pour l'an prochain. C'est pas du tout anti-économique parce que, contrairement à ce que les patrons, si vous voulez, ils secourent toujours. C'est-à-dire que si vous demandez leur avis à un patron, il vous dira toujours il faut moins de règles sociales et moins de coûts du travail. Mais c'est parce que c'est son intérêt immédiat. C'est pas l'intérêt collectif réel à moyen terme des patrons. Parce que si on fait ça, on a des salariés qui ne sont pas motivés, on a des services publics qui ne marchent pas, on n'a pas d'éducation, on n'a pas de recherche, etc. etc.
le pays capitaliste où les actionnaires ont le moins de pouvoir dans l'entreprise aujourd'hui, en réalité, c'est l'Allemagne. Et c'est parce que c'est comme ça que l'Allemagne a pu garder une industrie puissante, même si elle est aujourd'hui en difficulté avec ce qui se passe en Chine, etc. etc. Donc pour moi, il faut mettre la question de la codétermination, c'est-à-dire de donner des droits sociaux, enfin des droits de veto aux comités d'entreprise dans les entreprises privées. Il faut instaurer codétermination dans les conseils d'administration, une moitié de représentants des salariés à côté d'une moitié de représentants des actionnaires, comme ça existe en Allemagne. Mais peut-être surtout, il faut concentrer les choses sur les salariés des petites entreprises. Il faut leur donner des droits sociaux, il faut changer les règles concernant les élections de représentativité dans les petites entreprises. Il y a surtout un phénomène qui est très important à comprendre, c'est la question des réseaux de franchise. Beaucoup des PME aujourd'hui ne sont pas des entreprises indépendantes en fait. Elles s'insèrent dans des réseaux de franchise, dans des réseaux... Enfin, c'est ces réseaux qui aujourd'hui occupent la plupart de nos rues commerçantes, etc. Mais on est resté sur le plan du droit social dans la fiction que chacune de ces entreprises est une petite PME indépendante. Il faut doter ces réseaux de franchise, ces réseaux de coopératives de commerçants, de droits sociaux collectifs, un peu comme ce sont des quasi-entreprises, il faut les doter de droits sociaux collectifs, un peu comme les grandes entreprises. Si on fait ça, faire tout ce genre de choses, ça présente en plus un avantage qui est tout à fait déterminant dans le contexte actuel, c'est que ça change en profondeur la dynamique sociale et politique dans le pays, et pour autant, ça ne coûte rien en termes budgétaires. Je crois qu'il faut vraiment qu'on réussisse à trouver des mesures qui permettent de marquer une rupture significative avec le néolibéralisme et le social-libéralisme. Il faut dire les choses, si LFI marche bien dans les banlieues, etc., c'est aussi parce que la gauche, le gouvernement, a complètement failli, notamment sur ces sujets-là dans la période antérieure. Donc il faut des mesures de rupture. Ces types de mesures-là, donner du pouvoir aux salariés dans les entreprises, et pas simplement dans les grandes, c'est des mesures qui ne coûtent rien sur le plan budgétaire, et c'est une bonne raison pour qu'elles soient centrales dans un projet politique aujourd'hui, parce qu'elles permettent de changer la donne sans augmenter les dépenses publiques, etc. etc. Voilà. Merci Guillaume. Donc si j'entends bien, ton propos c'est de dire, voilà, la gauche en fait a perdu une partie de la population, en gros la population laborieuse, qui ne se situe ni dans les insiders de gauche, ceux qui sont au cœur des métropoles, ni les outsiders, ceux qui sont sortis, qui sont dans les populations précaires, qu'on retrouve principalement dans les quartiers prioritaires. Et pour ça, la priorité, c'est de reparler au monde du travail, et notamment au cœur du sujet de ceux qui travaillent dans les petites et moyennes entreprises, qu'on retrouve principalement en première et deuxième couronne. Je reprécise cela parce que dans l'échange qu'on a eu avec toi, Lucille, tu me disais qu'au niveau de la fabrique écologique, vous veniez de sortir une note où vous attachiez finalement non pas au cœur du travail, mais à ce qui est périphérique au travail, notamment aux moyens de locomotion pour se rendre au travail et à la voiture, en soulignant que finalement les inégalités sociales et territoriales s'étaient accrues depuis quelques années. Merci beaucoup. Écoutez, comme nous tous, je crois que je suis très heureuse d'être là et de pouvoir discuter de ce que serait le contenu d'un projet social écologique. Et comme Guillaume, je voulais saluer le travail programmatique et l'idée qu'au fond, on constitue des forces politiques et sociales à partir de propositions de contenu et à partir d'un diagnostic. Je vais répondre à ta question, mais je voulais dire que j'ai, pour venir parler ici, évidemment relu le manifeste, regardé la plateforme programmatique, et il me semble que par rapport à ce que nous disait tout à l'heure Ronan,
Moi, je crois que le manifeste et la plateforme ne vont pas l'un sans l'autre. C'est-à-dire qu'il est assez difficile, quand tu rentres dans la plateforme, de comprendre la logique de la plateforme si tu n'as pas lu le manifeste. Et à mon sens, lorsqu'on veut lancer une dynamique sur une nouvelle manière de penser la politique, il est nécessaire d'avoir un manifeste qui explicite la philosophie avant d'entrer aujourd'hui dans des propositions. Je voudrais réaffirmer ça parce que sinon, le catalogue des propositions, en fait, on est dans un moment d'épuisement politique. On a le sentiment qu'on a lu beaucoup de catalogues, qu'on a été déçu qu'au-delà de la campagne, le catalogue disparaisse et que cette question de nourrir les choses à partir de cas pratiques et d'une explicitation un peu philosophique est nécessaire. Alors, par rapport à ta question précise, effectivement, à la Fabrique écologique, qui est un lieu de réflexion qui a été créé depuis maintenant, depuis 2013, on vient de publier un travail sur la question des mobilités en zone très rurale. Et ce travail a été fait 10 ans après, c'est notre anniversaire. Donc il y avait eu un premier travail qui avait été fait en 2016. Ensuite, il y a eu le mouvement des Gilets jaunes, et donc on a voulu retravailler sur le sujet. Et vraiment, c'est la mobilité en zone très rurale, donc ça concerne à peu près 12 millions de Français. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites après le mouvement des Gilets jaunes, notamment la loi d'orientation des mobilités. Et d'ailleurs, on ne parle pas de moyens de déplacement, on parle davantage maintenant de mobilité. Et au fond, la multiplicité des choses qui ont été faites, les investissements qui ont été faits, notamment à travers le Fonds vert, le côté laboratoire, en fait, qui existe dans les zones très rurales, je voudrais insister là-dessus. Les zones très rurales, ce n'est pas seulement des zones de désert, en termes d'initiatives démocratiques, c'est beaucoup d'inventivité, du transport à la carte, du covoiturage informel, c'est de la solidarité que ne connaissent pas les élus. C'est quelque chose qui se passe en dessous des radars de l'explicitation. Peut-être rappeler aussi, puisqu'on parlait des municipales, moi je ne sais pas ce que c'est que la France pavillonnaire, mais je sais qu'en France, pratiquement 50% des communes ont moins de 500 habitants et que 70% ont moins de 1000 habitants. Donc je sais une chose, c'est que peut-être que la gauche a perdu cette France-là, mais qu'il y a aussi souvent des listes, une seule liste, deux listes, qui sont souvent des listes apolitiques. Donc la question, c'est aussi comment ça se passe dans ces communes où on n'a pas de sondage, où on ne sait pas très bien qui se présente. Et effectivement, il faut que les partis politiques reprennent langue, mais ce n'est pas une logique vraiment d'appareil là-dedans. C'est plutôt une logique de proximité, de se connaître. On connaît tout le monde quand il y a moins de 500 habitants. On connaît presque tout le monde quand il y a moins de 1000 habitants. Donc je pense que ça, c'est aussi une chose qu'il faut qu'on intègre. Je ne sais pas si c'est la gauche qui a perdu le pavillonnaire. Je pense que c'est peut-être aussi le profil de ceux qui se présentent, où là, il y a quelque chose qui s'est passé autour du sentiment de ne pas être représenté gauche ou droite, au profit du Rassemblement national, qui cette fois-ci a décidé de se présenter assez massivement, mais pas tellement dans les petites communes. Ils ne sont pas présentés partout en France. Ils sont plutôt présentés là où il y avait de la visibilité. Donc, ayant bien en tête aussi le panorama de ce qu'étaient ces municipales avant de décider qu'on a perdu quelque chose que peut-être on n'a jamais eu. Alors après, sur la question de la note, ce qui est effrayant, si vous voulez, c'est que quoi qu'on ait fait, et on a fait beaucoup de choses, au fond, la dépendance à la voiture s'est accrue depuis 2016. Elle s'est accrue, pourquoi? Pour une raison très simple, c'est qu'il y a plus de déserts médicaux, le trajet domicile-travail est plus long, et puis il fallait faire les courses, etc. Et donc, elle s'est accrue notamment parce que les services publics, et à l'époque, en 2018, au moment des Gilets jaunes, on ne parlait pas du désert médical, ça nous a sauté à la figure, et elle s'est accrue aussi parce qu'on a voulu faire de à la carte, et on a très peu réfléchi en termes, quand même, beaucoup d'investissements collectifs, si ce n'est pour remettre, ça c'est très bien, des lignes ferroviaires, du quotidien, etc. Mais il y a quand même un sujet sur comment on fait, lorsqu'il s'agit de ces territoires très ruraux, entre la demande individuelle et l'investissement collectif. Et là-dessus, l'enjeu, je ne sais pas si c'est le millefeuille territorial, mais la question de la collaboration entre collectivités, elle est essentielle. La question d'analyser les modes de vie, elle est essentielle. Et comment les politiques publiques arrivent à coïncider avec les comportements, c'est un sujet qui n'est pas résolu aujourd'hui par les administrations, qu'elles soient territoriales ou qu'elles soient l'administration de l'État. Pour ne pas être trop long, je vais dire une chose sur la plateforme programmatique. Moi, ce que je trouve, c'est qu'il y a un effort vraiment intéressant pour associer préoccupation sociale et préoccupation écologique dans la plateforme. Mais qu'il y a quand même une vraie difficulté, on le sent encore, pour faire des propositions avec une culture politique commune. C'est-à-dire qu'on commence par le pouvoir d'achat, parce que ce qui est important, c'est l'histoire de la reconquête des classes moyennes.
Mais on est quand même souvent sur des catégories, on fait une catégorie sociale, puis on fait une catégorie environnementale, puis on fait une catégorie sociale, puis on fait une catégorie environnementale. Donc c'est compliqué. Et ça n'a rien à voir avec notre initiative. C'est juste qu'on n'est pas habitué à associer les solidarités et les questions écologiques de manière avec une base commune. Moi, je donne toujours un exemple, qui est que quand on fait des politiques sociales, quand on fait des politiques environnementales au niveau de l'État, ben, ça n'a rien à voir. Les politiques sociales, c'est des dispositifs sociaux adaptés aux individus. Et d'ailleurs, la plateforme parle du département comme guichet des politiques sociales. Les politiques environnementales, c'est des grandes lois avec un horizon à 2030, 2050, avec effectivement des milliards. On dit que ça coûte très cher, mais ils sont souvent très virtuels et qu'on supprime d'un trait de plume comme la prime Rénov'. Ça n'a rien à voir. Et s'il y a deux ministères qui collaborent vraiment très peu, c'est le ministère des Affaires sociales et le ministère des enjeux écologiques, des questions environnementales. Donc ça dit quelque chose aussi sur le fait que si on veut faire de la social-écologie, on est encore dans les balbutiements d'une culture commune. Et ça, je voudrais quand même terminer en disant que le bilan des maires verts, ceux qui avaient été élus en 2020, beaucoup n'ont pas été réélus, mais qu'il faut tirer quelque chose du bilan de ces maires verts, parce qu'ils ont fait des choses assez remarquables. C'est pas parce qu'ils n'ont pas été réélus pour certains qu'il faut passer les choses par perte et profit. Et que aussi la sociale écologie, ça existe souvent quand même dans des listes, dans des municipalités, alors c'est peut-être plus des métropoles, mais ça existe. Et donc comment est-ce que vous pouvez nourrir votre plateforme programmatique avec des choses très précises qui ont été mises en œuvre sur l'alimentation? J'ai vu par exemple dans la plateforme, il y avait un truc sur la santé, qui est un truc qu'a fait Jeanne Barséguian à Strasbourg, qui est les ordonnances vertes, c'est-à-dire permettre à des femmes enceintes, et notamment des femmes en situation de précarité, de pouvoir bénéficier d'une alimentation extrêmement saine tout au long de leur grossesse. Ah, oui, c'est très bien de l'avoir mis dans la plateforme programmatique. Et Jeanne Barséguian l'avait fait à Strasbourg. C'est pas parce qu'elle n'a pas été réélue qu'il ne faut pas aujourd'hui en tenir compte. Et donc moi j'inviterais à nourrir cette plateforme avec tout ce qui a été mis en œuvre en 2020, tout ce qui continue à être en œuvre dans le cadre de listes sociales écologiques, parce que ça fait longtemps quand même que dans les municipalités, des choses se sont faites. C'est pas parce que c'est dans les métropoles que ça ne peut pas concerner la France des pavillons. Merci, merci Lucille. Alors, je vais m'adresser à toi, Eric, et en me disant finalement, dans le fil de la discussion, Guillaume nous dit, mais cette France de la périphérique, première, deuxième, troisième couronne, en fait, il faut qu'on s'adresse aussi à elle par rapport à ce qui est le cœur de son quotidien dans le travail. Lucille nous dit, mais il faut aussi qu'on soit capable de s'adresser à ce qui disparaît aussi dans ce territoire, c'est-à-dire à repenser les services publics, à la fois pour en remettre, mais aussi pour les reconfigurer. Et je me tourne vers toi parce que je me souviens de l'échange que nous avions eu à Beaucouzé, où le débat portait sur ce qui relève du rêve individuel et du rêve collectif. Et de se dire, entre ce qui est le rêve et le possible, eh bien là, il y a tout un travail politique à construire, mais il faut quand même qu'on soit capable, si on veut reconquérir cet électorat-là, capable de répondre aussi à leurs attentes en disant ce qui est possible, ce qui ne l'est pas, ce qui est souhaitable, ce qui ne l'est pas. Et là, j'ai envie peut-être de te poser cette question d'entrée de jeu, puisqu'on parle de France pavillonnaire. Aujourd'hui, les Français, culturellement, souhaitent être propriétaires. Comment, quand on est de gauche, on aborde aussi cet enjeu-là, quand on veut partir du bas? Comment on répond à cet enjeu de permettre d'avoir une maison, un jardin, etc. Est-ce que c'est souhaitable ou pas? Et si oui, comment? C'est intéressant parce qu'il s'est passé beaucoup de choses dans l'année qui vient de s'écouler, enfin depuis qu'on a discuté. Mais je ne suis pas sûr que beaucoup de choses aient changé pour les classes moyennes et les classes populaires. Parce qu'évidemment, on est dans un monde en polykrise, etc. Et c'est pas comme si on n'avait pas un paquet d'inquiétudes qui nous percutaient. Mais on est en France. Je laisserai Renaud parler du travail de comparaison qu'il a fait sur les politiques de gauche dans différents pays européens et au-delà. Parce que finalement, la souffrance des classes populaires et des classes moyennes, dont je vais essayer de parler un petit peu, est la même dans tout un tas de pays développés au moment où nous parlons. Et il y a des réponses différentes par des organisations politiques différentes. Ça, c'est intéressant. Mais revenons à nos moutons, comme disait Topaz et Marcel Pagnol, et essayons de voir
la question que tu poses, qui est la question de la propriété du logement, en fait, il y a quelque chose derrière qui est plus important, c'est que le coût du logement pour les gens dans les 20 dernières années est devenu absolument massif. Et donc ça bouffe, comme l'alimentation bouffait une grande partie des revenus il y a des dizaines et des dizaines d'années. Aujourd'hui, ça grignote une grande partie du pouvoir d'achat des gens. Quand on regarde les programmes politiques, à part celui de la social-écologie, aujourd'hui, ils sont assez vides. C'est la vacuité des programmes politiques. Si les gens se tournent vers le Rassemblement national, c'est parce qu'ils ont l'impression qu'il n'y a pas d'offre politique qui se tourne vers eux, qui tiennent compte de leurs vrais problèmes. Leurs vrais problèmes sont quand même assez classiques, ce sont des problèmes de gauche. Le pouvoir d'achat, l'avenir de leurs enfants, la santé, l'environnement, le fait de pouvoir s'ancrer dans un territoire sans être obligé d'être sous une pression sociale trop importante, effectivement l'accès aux services publics, toutes ces choses-là, c'est presque des banalités quand on est de gauche. Et pourtant, cette matrice social-démocrate, un, ils n'ont plus tellement confiance. Et deux, elle a été reprise, il faut qu'on se le dise, le vocabulaire a même été repris par l'extrême droite. Donc on est face à des gens, moi j'ai parlé à beaucoup de gens pour le livre dont tu parlais, qui est sorti il y a une année, je parlais à beaucoup de gens des classes moyennes dans les territoires, alors que moi je définis un petit peu différemment, c'est-à-dire que je dis, ok, je mets de côté les 7 grandes villes de France, on va regarder tout le reste. Voilà, parce qu'en fait, les gens se considèrent comme venant d'un territoire au-delà de ces 7 grandes villes. Je ne dis pas que les gens des 7 grandes villes se considèrent comme venant de nulle part, pas du tout. Mais néanmoins, en gros, dans une ville de taille moyenne, dans une zone semi-urbaine ou dans une zone rurale, ils considèrent qu'ils sont ancrés dans leur territoire. Et donc, ils se sentent aujourd'hui en voie de déracinement. Voilà. Ils se sentent relativement abandonnés. Alors quand on interviewe ces gens, qui sont des gens qui sont de la classe moyenne classique, hein, ça peut être, je cite souvent cet exemple, j'ai parlé à la directrice adjointe d'un Lidl, c'est pas la grande pauvreté, hein, qui était mariée à un gendarme, qui lui a 2 boulots parce qu'il est également prof de judo, qui vivent à 60 km de Laval, c'est assez contraire. Ils font 1 heure tous les jours de voiture pour aller bosser, okay, donc ça c'est la France qui s'allonge. Et ils ont acheté une maison, parce qu'ils ont quand même 3 enfants, donc ils ont acheté une maison, mais ils l'ont acheté à 60 km de Laval parce que le mètre carré à Laval est trop cher. Ils ont du mal à rembourser cette maison, le logement est cher. Ils peuvent payer les études de la première, mais ils ne sont pas sûrs de pouvoir payer les études des 2 suivantes. Ils ont quelques dizaines d'euros sur leur compte à la fin du mois. Et quand ça tangue sur le prix du fuel, enfin pas du fuel, de l'essence, du carburant, ça fait une énorme. Voilà. Et donc, ces gens-là, ils vous disent quoi? À 75%, ils vous disent « je vote RN ». À 75%. Alors, quand on est social-démocrate, on se dit « mais pourquoi ils votent RN ?» Alors, ils nous disent hyper simplement. Ils disent « on a déjà fait le grand débat, les cahiers de doléances, etc. etc. On a tout fait. » Donc d'ailleurs, si vous avez déjà lu les cahiers de doléances, il y en a une quinzaine ou une vingtaine qui sont numérisés, c'est extrêmement... Il y a tout dedans. Il y a même les propositions politiques pour la prochaine élection social-démocrate, il y a absolument tout dedans. Et les gens disent, en un mot, ce que tu disais en introduction, et Roland aussi, c'est finalement, nous ne voulons pas d'argent, nous voulons de la considération. Alors c'est plus compliqué que ça, bien sûr, mais ils ont l'impression qu'il y a un mépris immense des élites politiques. Et ils disent, les seuls qui ont un maillage territorial, ce qui est un peu dur quand on voit le travail qu'on fait, mais les seuls qui ont un vrai maillage territorial, c'est l'heure. Ils viennent nous voir en costume avec les problèmes. Bon, voilà. Le maillage territorial des grands partis politiques, on va les appeler comme ça, a un peu disparu pour une partie de ces gens. Donc voilà, donc ça c'est la situation. La situation, on va dire, émotionnelle, ce n'est pas que du rationnel. Mais il y a une situation émotionnelle qu'il faut qu'on adresse quand on est de gauche. Et il y a quand même, moi, une petite note d'espoir de mon point de vue, surtout en lisant tout ce que vous avez écrit, et les propositions de social-écologie. Je ne les avais pas lues avant qu'ils soient publiés, donc je les ai découverts à ce moment-là, et je trouve vraiment qu'on est dans la réponse, effectivement, à ces problèmes-là. On est dans la réponse aux problèmes des classes moyennes, on est dans la réponse au fait qu'ils veulent une écologie. Moi, j'ai donc cofondé avec Pascal Canfin la plateforme progressiste. On a fait un travail, on a fait remonter des propositions. Les propositions d'avenir qui remontent le plus dans les conférences de consensus. La première, c'est la transition écologique. Ça veut bien dire que les gens ne sont pas contre la transition écologique. Simplement, ils ne veulent pas ce qu'ils appellent, pardon, de l'écologie punitive. C'est-à-dire qu'ils veulent une écologie populaire, c'est-à-dire un accompagnement social de l'écologie. Donc c'est
pas du tout simple, mais c'est ce qu'ils veulent. Donc, il y a quelque chose autour de ça qui est que vraiment, ils ressentent ce besoin, ils n'ont pas donc du tout envie d'hypothéquer la fin du monde pour la fin du mois, mais ils ont vraiment envie que ce soit adapté à leurs besoins. Voilà. Donc, on en est là. Moi, depuis, j'ai aussi un peu travaillé, y compris avec Pascal Canfin. Alors, avec Pascal, on a fait cette plateforme progressiste. On a fait remonter, on a décidé de prendre comme premier sujet, ensuite on a travaillé sur les mobilités, les déserts médicaux, etc. Mais le premier sujet qu'on a pris, c'est le sujet le plus technique et le plus pénible qui existe, c'est le budget du pays. On a pris le budget du pays, on a pris quelques économistes pour essayer d'écrire des propositions, et puis on a discuté avec les citoyens, surtout en ne mettant pas notre propre prisme de lecture sur la discussion. C'est-à-dire qu'on les a fait voter à eux 300 citoyens, représentatifs de ce qu'on a appelé l'arc progressiste, c'est-à-dire on a exclu les extrêmes et la droite, et on a essayé de faire remonter des propositions. Ils ont trouvé 110 milliards d'économies en 7 ans, là où au même moment, le Parlement n'arrive pas à se mettre d'accord. Voilà, c'est en décembre dernier. Donc tout ça pour dire qu'en fait, on a oublié aussi que les classes moyennes et les classes populaires sont prêtes à des sacrifices à partir du moment où, on ne les prend pas pour des imbéciles, on leur parle comme à des adultes, on leur explique les choses techniques, mais aussi, ils peuvent participer à la décision et voir que tout le monde en prend un petit peu pour sa part. Parce que c'est pas seulement à eux de faire des efforts et des sacrifices. Voilà, on en est là pour la plateforme progressiste, il y a plein de conférences. Et entre-temps, pour finir, moi j'ai fait une petite étude avec le président du conseil d'analyse économique, qui s'appelle Xavier Jarabel, parce que je me disais, tout le monde me dit de plus en plus, avec Donald Trump, etc., que l'écologie c'est un coup, l'écologie c'est un coup, l'écologie c'est un coup. Et on a regardé ce qui se passait d'un point de vue macroéconomique en Europe. Voilà. Le scénario vers lequel on va est plutôt, je parle sur le contrôle de mes camarades de gauche et de droite, est plutôt un scénario qui est assez mauvais en termes d'élévation de la température européenne et mondiale. Et donc ça, c'est un coût économique extrêmement fort. Donc en fait, on va avoir un scénario où on risque en 2050 de perdre environ une quinzaine de points de PIB en faisant la moyenne de différentes destinations. Si on fait la résilience, la souveraineté, ça c'est une transition industrielle économique dont je parle, et la sustainability, l'écologie, eh ben, on va vers un scénario qui est en croissance à 2050 de 14%. Moins 14, plus 14. Voilà. Donc c'est pas seulement parce qu'on est sympa et qu'on a envie de sauver la nature qu'il faut faire la transition écologique, c'est parce que c'est aussi bon pour l'économie. Merci Eric. Et en t'écoutant, ça me permettait de me remémorer lors de cette table ronde aussi ce que disait Adrien Broche, qui est analyste et qui intervenait lors de ces échanges à Beaucouzé, représentant d'un institut de sondage, en disant mais ne nous y trompons pas, les électeurs RN, ils sont massivement pour la transition écologique. Sauf que, effectivement, l'appareil d'extrême droite ne répond pas à cet enjeu, ou en tout cas avec des réponses qui ne s'inscrivent pas dans la transition écologique. Mais ne nous trompons pas, les attentes des habitants qui votent RN, massivement, ne sont pas forcément décorrélées des attentes d'autres électeurs qui peuvent voter à gauche ou qui sont de gauche. Et donc, dans ce que tu dis, Eric, j'entends évidemment aussi cette problématique idéologique, et ça fait la transition avec toi, Renaud. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure en introduction, mais tu as coordonné pour l'Institut, plutôt pour la Fondation Jean Jaurès, une grande et belle étude intitulée La troisième gauche. Tu nous diras peut-être de quoi il en retourne. La troisième gauche, sous-titrée Enquête sur le tournant post-sociétal de la gauche européenne. Je te laisse le micro. Merci beaucoup pour ton invitation et au nom de toutes les équipes de la Fondation Jean Jaurès, je crois que c'est à chaque fois un plaisir de vous retrouver ici, donc je partage l'enthousiasme qui est le nôtre sur ces rencontres. Tu posais initialement une question qui était notre perception du manifeste et du programme. Je crois que Gilles Finkelstein, qui représentait la dernière fois la Fondation Jean Jaurès, évoquait le fait que la social-démocratie, c'est une notion qui voit, qui matérialise, donc qui perçoit la doctrine, le programme, etc. La social-écologie, pas encore. Et j'ai donc envie de répondre, comme Gilles, pas encore, la social-écologie. Et pourquoi il y a une réflexion que tu as faite, Lucille, qui était celle de la doctrine, la boussole idéologique qui est celle de la social-écologie. Et si j'avais à faire une petite remarque sur le travail qui a été réalisé, qui est phénoménal, incroyable, il n'y a pas une mesure prise séparément
pour laquelle je ne pense pas qu'elle soit bonne. En revanche, peut-être, ce qui peut être un peu moins présent, c'est cette fameuse doctrine, cette boussole idéologique qui vient encapsuler ce qu'est la social écologie. Pourquoi je parle de ça? Parce que ce qui ordonne, ce qui crée une France sociale écologique, c'est précisément cette vision du monde assez unifiée qui entraîne et qui crée un récit commun pour les électeurs, pour les citoyens, pour la société civile, etc., etc. Il y a un exemple qui a été tenté sur ce sujet d'une boussole qui mixe l'écologie avec une autre famille de pensée, qu'à l'observatoire que j'anime, on a trouvé extrêmement intéressant. Et sans doute, vous aurez à lire peut-être prochainement des travaux de la part de cet auteur. C'est Serge Audier qui a travaillé sur deux matrices, deux familles de pensée, assez antagonistes en réalité au départ, qui sont celles du républicanisme et celles de l'écologie. Et en faisant un travail d'archéologie intellectuelle assez fourni, il arrive à comprendre comment on peut trouver un point de convergence et comment on peut créer un républicanisme écologique. Voilà à peu près l'ambition qui est la sienne, qui de mon point de vue, tout est contestable, on peut en parler, mais qui est assez réussi sur le fond. Le point qui est le mien, et la conclusion de Serge Audier, c'est de dire qu'il y a un élément de la doctrine républicaine, qui est celui du solidarisme de bourgeois, qui, beaucoup, peut-être que j'exagère un peu et certains spécialistes dans la salle vont se lever et partir, mais je vais bien pouvoir m'en excuser par avance, mais c'est l'économie sociale et solidaire en réalité, qui est les mutuelles, les coopératives, qui viennent à un moment donné faire ce lien entre, tu parlais du haut et du bas, tu parlais de la coalition entre l'individuel et le collectif, et c'est précisément là-dedans qu'Audier va chercher le ciment, le lien. Moi, l'invitation que je vous fais pour cette plateforme, c'est peut-être d'aller chercher, comme Audier l'a fait dans le ciment de la dimension sociale et de la dimension écologique dans cette dimension coopérativiste, solidariste, qui est celle de Bourgeois. Pourquoi je vous dis ça? Et ça fait lien, ça répond à la remarque qu'Éric faisait tout à l'heure, en parlant de cette comparaison européenne. Il y a un élément qui nous a paru extrêmement intéressant, qui sans doute se rapproche le plus de ce que je perçois comme la sociale écologie dans le programme que tu as eu les gentillesses de m'envoyer et que j'ai lu. C'est l'exemple anglais, le Labour en Angleterre, et notamment le ministre de l'écologie, Ed Miliband, qui a eu une démarche qui, on verra si elle se solde par un échec ou une réussite d'un point de vue environnemental, mais qui est celle sur l'enjeu énergétique, qui est un enjeu majeur, qui est un enjeu, on en parlait, de pouvoir d'achat, de souveraineté, enfin, les sujets qui sont au cœur du réacteur des catégories modestes et populaires. C'est de créer deux choses. D'une part, l'équivalent d'un EDF national, donc une grande structure publique qui vient organiser le marché énergétique, et d'autre part, pour le développement des énergies renouvelables, et précisément dans les endroits qui sont l'équivalent du nord ou de l'est de la France pour nous, c'est-à-dire le Red Wall, par plein de Red Wall anglais, dans les territoires très ouvriers, il crée des coopératives que ce fameux EDF national, EDF anglais, vient aider, vient développer pour installer du photovoltaïque, de l'éolien, etc., etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à un moment donné, avec cette démarche solidariste, coopérative, mutuelle, l'engagement écologique, qui est celui des catégories moyennes et populaires dont tu parlais, on le transforme avec de l'empowerment, avec de l'action au quotidien. On fait baisser la facture énergétique à travers la création d'une coopérative énergétique. C'est un exemple parmi tant d'autres qui me paraît extrêmement intéressant sur comment on peut aller un petit peu plus loin sur la social écologie et comment on peut donner une clé de lecture à la social écologie. Merci Renaud. Alors quand on me demande aussi de récupérer une partie du retard qui a déjà été pris et qu'il faut absolument limiter, peut-être une dernière question pour conclure cette première table en 2 minutes. Finalement, Guillaume nous dit qu'il faut qu'on s'intéresse aux enjeux du travail pour une partie de la France qui a pu voter à gauche et qui a décroché. Lucille mettait l'accent sur les services publics et tout l'univers, j'allais dire, entre le travail et le quotidien. Éric nous parlait effectivement de la nécessité
peut-être d'aller au-delà, en constituant aussi le rapport avec le rêve, j'y reviendrai. Mais ce que toi tu dis, en fait, c'est que si on veut rassembler, on ne peut pas être uniquement dans la doctrine, même s'il faut qu'il y ait une refondation doctrinale. On ne peut pas être uniquement dans le rassemblement des appareils. On ne peut pas inventer des notions qui n'ont pas encore pris corps. Ça veut dire que si on veut rassembler, il faut que la gauche soit dans la gauche du faire. C'est peut-être ça, finalement, la dernière question. Est-ce que la gauche n'a pas été suffisamment dans le faire, et pas uniquement la gauche, j'allais dire, des leaders, que ce soit des leaders au niveau local ou des leaders au niveau national, mais aussi la gauche sociale, la gauche de la société civile. Est-ce que là-dessus, il ne manque pas quelque chose? Et comment vous voyez ça? 2 minutes chacun. Guillaume. Je pense que beaucoup de gens de gauche font des choses, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment ça la dimension essentielle. Je pense qu'il y a une question de mécanique démocratique, hein, donc ce qui a été évoqué tout à l'heure sur les coopératives et l'acceptabilité des renouvelables, c'est absolument central. C'est central dans tous les domaines. Dans le domaine du social, je n'ai pas insisté beaucoup là-dessus, mais je pense qu'il faut une véritable refondation sociale qui renforce les corps intermédiaires qui ont beaucoup trop faibli. Donc je pense qu'il faut que la gauche s'occupe beaucoup plus de mécanique démocratique. Ça ne fait pas forcément gagner les élections, mais je pense que c'est vraiment central dans la faiblesse qu'on a aujourd'hui. Et derrière cette mécanique démocratique, il y a la question de la représentation et de la représentativité, donc, que Lucie évoquait tout à l'heure. Je pense qu'on l'a bien vu avec ce qui s'est passé dans un certain nombre de banlieues. Un des problèmes de la gauche non mélanchoniste, c'est qu'elle ne représente pas le peuple. La gauche qui avait eu la capacité, la possibilité, la volonté de faire monter dans ses cadres, dans ses dirigeants, des gens du peuple, ne l'a plus aujourd'hui, et c'est pour ça que ce peuple ne vote plus pour elle non plus. Merci Guillaume. Monsieur. Merci Eric. Donc 2 minutes. Moi je pense que dans notre débat, on est invité à regarder qu'est-ce qu'on appelle la gauche. On est invité, c'était très intéressant du site Serge Audier, pour au fond réinscrire la social-écologie dans une tradition historique. Qu'est-ce que dit Serge Audier, notamment dans son premier ouvrage, qui s'appelle La société écologique et ses ennemis? Il dit qu'au fond les socialistes ont choisi à un certain moment d'ignorer l'écologie. En tout cas qu'il y a eu une sorte de débat interne aux socialistes, avant même la construction des appareils actuels, pour choisir un modèle plus centralisé, plus étatique et plus productiviste. Donc, au fond, choisir la social-écologie, ça peut être renoué avec les origines d'un socialisme, mais qui a combattu un autre socialisme. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'au fond, ça nous renvoie à l'idée qu'il faut faire un choix idéologique, et quand tu nous dis qu'il faut faire, commençons par faire le choix idéologique. Vous proposez dans votre plateforme un certain nombre de choix idéologiques, être européen, être décentralisateur, encore faudrait-il que vous nous expliquiez comment les collectivités locales sont efficaces, et comment l'État peut accompagner l'efficacité des collectivités. Et puis, vous nous proposez aussi une autre vision économique. Je ne sais pas si c'est stricto sensu de l'ESS, parce que je trouve que l'ESS donne parfois le sentiment d'être un peu une corporation. Mais en tout cas, c'est de penser autrement la logique de profit et la logique de production. Donc ça, c'est essentiel. Et puis la deuxième chose, c'est ce qu'on vient de dire, ce que vient de dire Guillaume, c'est l'enjeu de la représentativité, qui est au fond comment est-ce qu'on associe un mouvement qui est culturel à un mouvement qui peut être représenté par des partis. L'écologie n'a jamais été un mouvement de parti. L'écologie, les Verts ont réussi à gagner une bataille culturelle. Je ne sais pas si les socialistes ont gagné une bataille culturelle en 1981, peut-être, mais en tout cas c'était un parti plus fort que n'ont jamais été les Verts. Donc le sujet, c'est comment est-ce qu'on irrigue parti et société, et la question de faire en sorte que la société parle au parti. Ça, c'est le point sur lequel il me semble important de faire autrement. Je n'ai pas de solution miracle, mais en tout cas, pour que vous grandissiez, il ne faut pas vous attacher seulement aux appareils de parti, je crois. Il faut retrouver le lien avec la société. Merci Lucie, l'homme des plateformes du consensus, du coup, qui est une façon de faire. Alors oui, c'est sûrement une façon de faire. Je vais y revenir. Moi, je pense que d'abord qu'il faut que la gauche se réapproprie les thèmes qui ont été pillés par l'extrême droite, comme je le disais tout à l'heure. Donc je pense que le pouvoir d'achat, la laïcité, la République, le patriotisme, tout ça, c'était des thèmes de gauche et ça a été pillé
par des gens sans foi ni loi qui font croire aux classes moyennes et populaires qu'ils vont les sauver sur ces sujets. Donc il faut réinvestir ces sujets, et c'est une gauche de proximité qui est appelée. C'est pour ça que ça fait lien avec deux choses. Donc la plateforme progressiste qu'on a montée avec Pascal pour faire remonter la parole. Je pense que c'est nécessaire un petit peu partout, parce qu'en fait, encore une fois, ça paraît une palissade de le dire, mais ce n'est pas ce que les gens ressentent. Les citoyens ne sont pas des imbéciles, ils ont besoin d'être traités comme des adultes. Ça, c'est le premier point, c'est pour ça qu'on a monté cette plateforme. La deuxième chose importante, c'est qu'il faut redonner la main aux citoyens dans la définition de leur avenir, et donc l'hyper-décentralisation de la décision politique est un sujet. Aujourd'hui, quand je dis ça, ça fait référence pour certains, même d'entre nous, à l'empilement du millefeuille territorial. Pas du tout. L'idée, c'est que chaque échelon territorial fasse son boulot. Donc il ne fasse pas le boulot des autres échelons. Qu'un maire de commune rurale, semi-urbaine, ne se retrouve pas face à 7 entités administratives à chaque fois qu'il doit prendre une décision. Que ce soit plus simple, que l'efficacité soit un thème de gauche, en fait. Que aussi le projet local, c'est-à-dire un projet multi-thématique, holistique, soit aussi un projet qui soit décidé avec les citoyens, et probablement avec des méthodes participatives qui viennent des meilleurs profs d'université du moment, comme une universitaire que j'aime beaucoup, qui s'appelle Hélène Montmort, qui a écrit La politique sans les politiciens, que je vous engage à lire. Moi, je crois beaucoup aux politiciens et à la politique avec les politiciens, mais néanmoins, elle milite pour une part de tirage au sort, comme des jurés dans les assemblées territoriales. Et finalement, ça évite que ces assemblées citoyennes soient prises en otage par des professionnels de l'associatif. Comme tu viens de faire l'introduction pour la table ronde suivante, je pense que du coup, tu as 2 minutes 30. Renaud. Non? Ok, mais je te laisse la parole, Renaud, pour conclure. Juste de manière extrêmement brève, en moins de 2 minutes 30, je laisse tout le monde sortir son chronomètre, enfin, si je respecte le contrat. Il y a un point sur la gauche du fer. On a terminé un colloque vendredi dernier sur une figure du regretté Jean Coquerel. On a fini ça vendredi, présidé par notre président Jean-Marc Ayrault. Et ce qui était fascinant dans cette gauche du fer, qui était celle de Coquerel, en réalité à l'échelon local et à l'échelon national, c'est qu'il y avait une vision qui était très claire, un point de doctrine qui était très clair. Donc, j'aurais pas tendance à opposer la doctrine au faire, c'est-à-dire que lorsqu'il y a une doctrine qui est claire, il y a une action qui découle d'elle-même. Merci Renaud, merci à vous quatre. Et puis, je crois qu'on peut vous applaudir. Merci pour avoir mis en lumière aussi les insuffisances du travail que nous avons commis. Et puis surtout d'avoir permis de dégager des pistes sur lesquelles il faut qu'on insiste pour faire entendre ce qui est quelquefois insuffisamment porté dans le débat politique national aujourd'hui. Et je laisse la parole ou la place à Azilise et à l'ensemble des élus du territoire. Merci.